Je vais commencer par Rocher Eugénie Ao. Je savais qu'on allait me faire le coup. Oui. En fait, je pense que chacun a vécu cette naissance-là à partir de son histoire dans le parti, dans le mouvement, etc. Je pense d'abord en ce qui me concerne, ça a été vraiment un honneur d'en faire partie parce que j'estimais que quelque part, bon, on garde toujours un petit esprit élitiste, hein, quelque part, c'était une reconnaissance du travail qui avait été fait au cours des années dans le mouvement, ce travail de clandestinité, ce travail qui était vraiment un travail au service de notre pays et un service vraiment total, et sans que, tout en étant un esprit critique, sans de questions par rapport à l'opportunité de s'engager totalement. Donc c'était une étape supérieure pour moi au niveau de l'organisation, et ça nous permettait probablement également d'avoir une réflexion, une pensée un peu plus poussée sur l'avenir de notre pays et sur la question qui était essentielle, celle de la prise du pouvoir au niveau de ce pays-là. Voilà comment moi personnellement je l'ai vécu. Dans le parti, et j'espère bien que vous n'avez pas été victime de brimades, d'injustices. Si vous en avez vécu aussi, si vous pouvez nous raconter une anecdote que vous avez vécue et que vous ne pouvez jamais oublier. Dans le parti, non, pas vraiment. La seule chose qu'il faut dire, bon, il y a une chose pour moi qui a été fondamentale. C'est à la fois la discipline. C'est vrai que ce niveau d'études, de travail, de réflexion qui était fondamental pour moi, hein, c'était vraiment un niveau extrêmement élevé et qui, en fait, je pense, nous a poursuivi toute notre vie. Hein, fait qu'on a un certain mode de fonctionnement aujourd'hui qui vient de cette discipline qu'on a eue. Ça, c'est un point qui, pour moi, est très important. Mais en même temps, pour moi, en tout cas, la manière dont je l'ai vécu, il y avait un niveau de liberté et de capacité de prise de décision et de faire des choix et d'avoir de l'initiative pour remplir justement les objectifs qui nous avaient été fixés. En particulier, le fait que la grande majorité des gens puissent nous rejoindre et faire sien ce combat qui était le nôtre et qui devenait leur combat. Donc, c'est vrai que, bon, moi je me souviens m'être fait embaucher comme ouvrière et je crois que mon statut de petite bourgeoise m'a beaucoup aidé. Et de journaliste à l'époque m'a beaucoup aidé parce que pour le gars qui embauchait, quel honneur d'avoir une journaliste dans son entreprise. Alors évidemment, il ne savait pas que par derrière je faisais autre chose. C'est comme ça qu'on a mis en place un certain nombre de cours d'alphabétisation à l'époque à Pékin, à Guédiawaye, des lieux qui étaient complètement déserts, mais où vivaient les femmes des usines de transformation de poissons. Et toute notre vie, ça a été ça. C'est pour ça que quand on dit est-ce qu'on a des anecdotes, oui, parce qu'en fait, on faisait marcher à plein régime notre imaginaire. Et c'est ça qui me semblait important dans ce mouvement-là, à la fois de la rigueur, mais en même temps, la capacité d'aller chercher, d'avoir des idées, d'aller chercher des idées totalement improbables et surtout de les mettre en œuvre. Donc, c'était un élément extrêmement important. Souffrance, oui, quelque part, parce que nous sommes les produits de notre société, qu'on le veuille ou non. Hein. Et donc, qu'on le veuille ou non, le mouvement était aussi porteur d'un certain nombre de tares de la société. On parlait du féodalisme, mais en notre sein, il y avait un certain nombre de comportements qui se retrouvaient, la question des castes, etc. Moi, c'est quelque chose que j'ai observé, que un peu dans le mouvement périphérique, mais même à l'intérieur, parfois, on se retrouvait entre personnes qui avaient le même statut. Et puis, les autres, on les laissait un peu à la marge. Donc, c'est un travail qu'il fallait faire sur soi. Il y avait un gros travail personnel qu'il fallait faire. Bon, je suis une femme aussi, et vous observez bien, hein, on n'est pas très nombreuses ici. Ouais. Donc ça, je pense... Alors, la particularité du mouvement, et c'est pour ça que je dis que c'était d'une très grande richesse, c'est d'avoir inventé, d'avoir mis en œuvre
tout un tas d'activités, tout un tas de programmes dont on parle encore aujourd'hui, qui restent à réaliser encore aujourd'hui. Le mouvement des femmes et toute la réflexion qu'on a faite sur la question des femmes. Mais il faut bien le dire, on avait des camarades qui nous regardaient encore comme du bon gâteau à manger, comme des gens pas tout à fait au même niveau que les autres. Vous n'aviez pas le même rôle qui vous revenait de droit. Alors, je vais vous dire. Oui. Non, on avait un rôle très précis, c'est d'aller chercher des femmes, des camarades qui n'étaient pas des militantes. Alors, on nous envoyait les récupérer. J'ai toujours pensé que ça aurait été mieux d'envoyer des hommes, mais visiblement, le mouvement ne le voyait pas comme ça. Donc, c'est ça, à la fois vraiment avant-garde et imaginatif et discipline, mais en même temps porteur aussi d'un certain nombre de problèmes qui existaient dans la société, mais l'humain, c'est ça. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'histoire de AJ même? C'est ça, c'est cette espèce de diversité de perspectives que nous pouvions avoir. Et je le dis tout le temps, c'est vraiment la réflexion, le travail d'étude, le travail de recherche que nous avons mené. Quand on disait, bon ben, on ne dit pas, quand on n'a pas fait d'enquête, on n'a pas droit à la parole. C'était une réalité chez nous. On faisait vraiment ce travail-là. L'autre chose, c'est l'ouverture sur tous les mouvements révolutionnaires qui pouvaient exister à l'extérieur. On savait tout des Vietnamiens, par exemple, du combat des Vietnamiens. On lisait tous les petits livres sur Poulo Condor, etc. On avait une connaissance vraiment approfondie qui fait qu'on pouvait aussi l'appliquer au niveau du travail que l'on faisait. Par exemple, moi, j'étais très en lien avec le GRP, avec Mme Nguyen Thi Binh, par exemple, avec les Chinois, avec les Coréens, etc. Justement parce qu'on les connaissait. Et donc, on avait des manières de les approcher pour nous permettre aussi de tirer les leçons des expériences qu'ils avaient eues. Donc, dans tous les domaines, vraiment, il y a un travail. Je pense qu'on ne va pas parler du mouvement culturel également. Donc, ça te permettait à la fois... Oui, le mouvement culturel, on y reviendra. Ouais. Mais ce que je dis, c'est comme si on avait expérimenté le Sénégal dont on rêve, mais dans un microcosme et avec, évidemment, le problème, c'est que nous n'avons jamais accédé au pouvoir. Certains y ont accédé de manière individuelle. Oui, effectivement. Oui, Boubacar, vous avez déjà eu Mamadou Diop Decroix. De 1974 à nos jours, Eugénie, vous avez entendu vos co-débatteurs qui disent que, heureusement, qu'ils n'ont pas été au pouvoir. Et vous direz malheureusement, j'espère. Non, parce qu'ils me remettent en mémoire quelque chose. Je me souviens qu'au moment de la prise de pouvoir de Pol Pot au Cambodge, j'avais interpellé le mouvement en disant est-ce que nous avons envie de voir se réaliser au Sénégal ce qui se réalise au Kampuchea? Et je n'ai pas reçu de réponse, en fait. Et j'avais donné un délai. Je n'ai jamais reçu de réponse. Et c'est comme ça, je sais que j'ai pris une certaine distance avec le mouvement. Donc peut-être qu'effectivement, bon, c'est faire des supposés, hein, je ne sais pas. Par contre, tout à l'heure, je disais à Bouba, je lui disais, ben moi, je regrette qu'on soit sorti de la clandestinité. J'ai toujours regretté qu'on soit sorti de la clandestinité. Ah ouais, pourquoi? Est-ce que c'est une forme de nostalgie? Est-ce que je ne fais pas confiance au pouvoir? En fait, je n'avais pas confiance en ce pouvoir, mais aucune confiance du tout. Et je pensais que ça aurait été intéressant de continuer à travailler comme nous le faisions et essayer de devenir encore plus mûr pour pouvoir prendre le pouvoir. Je croyais en la prise du pouvoir. Mais aujourd'hui, j'en suis à une phase, et je me souviens même avoir eu quelques mots un peu durs avec certaines personnes sur ces questions-là. Mais j'en suis aujourd'hui à la phase plus de l'apaisement et de dire que ce qui est important pour moi, c'est la transmission. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Oui,
Le 21 septembre, les camarades étaient là, etc. C'était un moment extrêmement émouvant et extrêmement fort. Mais en même temps, je dis, cette lutte ne peut plus être portée juste par nous. Donc pour nous, c'est important de regarder et ce travail de documentation est fondamental parce que nous avons à transmettre quelque chose. Nous n'avons pas transmis. Et moi, c'est ça le point clé que j'ai. Je me dis, mon fils, aujourd'hui, à l'âge de Agi, il est né en juin 74. Qu'est-ce que je lui ai transmis? Qu'est-ce que j'ai fait justement pour qu'il prenne le plan? Bon, s'il a envie de le prendre, mais est-ce que j'ai fait réellement quelque chose? Et je pense que le silence sur ce qui nous est arrivé, c'est aussi, je dis toujours aux jeunes avec lesquels je travaille dans les mouvements citoyens, etc., c'est à la fois un silence de pudeur, c'est aussi un silence, la souffrance ne s'est pas éteinte. Nous n'en avons pas fini avec notre mémoire. Nous n'avons pas fait le ménage. Et ce n'est pas simplement au niveau des événements de 75. Ce travail, justement, que l'on fait de transmission doit être aussi un travail où nous réactivons notre mémoire, mais de manière positive, pour en faire quelque chose qui va changer la destinée de notre pays. Nous sommes tétanisés à l'heure actuelle, nous ne disons pratiquement plus rien. C'est ce jeune homme, ancien scout, qui continue à descendre dans la rue. Mais nous ne disons pratiquement rien. Nous faisons peut-être un certain nombre de choses. Nous avons des engagements. Mais que faisons-nous de réellement significatif pour dire non? Nous sommes tétanisés par les pouvoirs qui sont les nôtres aujourd'hui, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas de solution. Donc, je pense, moi, c'est sur ces questions-là qu'il nous faut travailler. Et l'une des réponses pour moi, c'est que nous n'avons pas fait le ménage dans notre mémoire. Je pose la question, où sont les archives de Agi? Où se trouvent les archives de Agi? Peut-être que Boubacar va répondre à cette question. Moi, éparpillées, je pense qu'elles ont été mangées par les souris. Ah ouais? Je pense, je suis sûre.